On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il est une fierté locale et régionale. Il a traversé le Canada en canot et en camping, 7000 km. C'est le Joannais Martin Trahan. Il est avec nous. Il a été honoré lundi, le 1er février dernier, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, signature du Livre d'or, pour un peu clore toute cette aventure qui s'est déroulée au printemps 2015, une traversée du Canada de 7000 kilomètres en canot et probablement aussi un peu en camping ou un peu des deux, avec d'autres personnes également. C'est l'aventurier, c'est un peu comme ça que je l'ai surnommé, Martin Trahan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment on devient aventurier? Écoutez, par la force des choses, c'est le titre souvent qu'on me donne. En même temps, je ne me considère pas tant comme un aventurier. Avant de participer à cette grande expédition qui a marqué l'imaginaire, je n'étais ni un guide en tourisme d'aventure, ni un expert du canot camping. J'avais un rêve, celui de traverser le Canada en canot. Alors, je me suis... Ça vient d'où, ce rêve-là? En 1999, j'avais à l'époque 19 ans. J'ai participé au programme Jeunesse Katimavik. Oui. Et c'est là que j'ai été initié au canot camping pour la première fois. Et suite à ça, à chaque été, je participais à 1, 2, 3 expéditions de canot camping que je trouvais toujours trop courtes. Alors, je me suis dit, comment, pour mes 30 ans, je pourrais souligner le tout avec une expédition de longue envergure. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé personne pour m'accompagner dans cette idée un peu folle. Et par la force des choses, en travaillant très fort, j'ai réussi à trouver des gens disponibles pour 6 mois à m'accompagner dans ce projet un peu fou. Parce que c'est tout un projet, c'est vraiment toute une aventure. Écoutez, c'est 175 jours d'aventure, 7000 km de canot, 117 portages, dont le plus long avait 27 km. Ta minute, là. 117 portages. 117 portages. Dont un de 27 km. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fallait faire un premier voyage de 27 km, revenir chercher un deuxième voyage et le refaire à nouveau. OK. C'est quelque chose, là. C'est dur sur le corps. C'est vraiment... Et comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était déjà, oui, en forme, tu t'entraînais, je ne sais pas? Non, écoutez, moi, je suis intervenant psychosocial au CLSC, donc un fonctionnaire. J'aurais aimé pouvoir m'entraîner avant de partir. Malheureusement, tout mon temps était consacré ou bien au travail ou à la planification de l'expédition. Donc, quand on est parti de Montréal le 25 avril 2015, je n'étais pas au sommet de ma forme. Et au final, c'est 40 livres que j'ai perdus. Tu as perdu 40 livres durant l'expédition? J'en ai repris une trentaine, mais j'en avais pas tant à perdre. Et oui, au final... Ça a duré combien de temps, l'expédition? 6 mois. Oui. Donc, quand on parle de dépassement de soi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment mis mon cœur sur la table et tous mes muscles au travail. Ouais. Bon, si malheureusement, tu n'as peut-être pas eu la préparation physique que tu aurais souhaité, puis qu'évidemment, le travail, puis tout ce qui vient avec, mais comment on se prépare quand même, si ce n'est pas sur le plan physique, là, sur le plan logistique, là, je comprends que tu as trouvé des gens pour t'accompagner, mais il faut bâtir un itinéraire, ça prend une planification. Écoutez, pour moi, ça a été 2 ans de travail où chaque journée était investie de ce rêve-là, de ce projet-là. L'important, c'est d'être bien entouré. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait la grosse partie du travail avant que mon équipe soit formée. Donc, en parlant à des aventuriers, des explorateurs, des gens qui ont fait des expéditions semblables dans le passé, qui ont pu me guider. Et à notre grande surprise, il y a plusieurs commanditaires qui ont décidé d'embarquer dans notre projet sans nous connaître, parce que personne d'entre nous dans l'équipe avait une grande expérience d'aventures semblables. Donc, on était un peu méconnus dans le domaine du plein air. Et North Face qui a embarqué avec nous, on a remporté la bourse Expédition canadienne de l'année par la Société géographique royale du Canada. Un article qui paraîtra sous peu dans le Canadian Geographic. Donc, ça nous dépasse un petit peu tout ça. On n'est pas habitué de transiger avec des aussi grandes institutions. Là. Et là, le jour 1, parce que là, je comprends, en plus, l'hiver passé, il a fait très, très, très froid. Donc, votre départ a même été un peu retardé parce que les eaux n'avaient pas calé encore. Donc, vous êtes parti de Montréal.
Le 25 avril, c'était quoi, en partance du lac des Deux-Montagnes? Oui, voilà. En fait, on était supposé partir le 18 avril du lac des Deux-Montagnes à Montréal. Malheureusement, là, l'hiver dernier a fait tellement froid que la glace n'était pas calée. Donc, comme il y avait là, environ 150-200 personnes de conviés au départ et quelques journalistes également, on n'a pas eu le choix que de reporter d'une semaine là, notre départ. Bon. Donc là, vous partez de Montréal, du lac des Deux-Montagnes. Bon, là, je présume, on longe la rivière des Outaouais. Mais là, à quel endroit on commence à avoir certaines embûches? Bien, je vous dirais, jour 1, dès le départ, dans le sens qu'on remontait la rivière des Outaouais à contre-courant en pleine crue printanière. Donc, avec le courant là, qui nous faisait face. Comme je vous l'ai mentionné, on était, pour certains d'entre nous, pas tellement en forme au départ. Donc, c'était là, je vous dirais, un début assez mouvementé. Ah ouais. Sinon, la température a été très clémente. Quand on est arrivé là, dans la baie Georgienne, le grand lac Huron, le grand lac supérieur, là, des mers intérieures où on était là, vraiment face à une température qui pouvait changer à tout moment. Là, ça a été des moments aussi là, plus difficiles pour nous parce que ce qu'il faut comprendre avec les grands lacs, c'est que l'eau est à peu près là, à 3-4 degrés Celsius. Donc, si on est à 5, 6, 7 km de la rive, de chavirer ou ce qu'on appelle de dessaler, bien, ça peut devenir là, un danger assez sérieux, un danger de mort. Mais c'était quoi, dans le fond, le tracé? Vous partez de Montréal, lac des Deux-Montagnes, rivière des Outaouais. Là, entre Ottawa et les Grands Lacs, vous passez par où? Oui, en fait, le trajet qu'on a décidé de faire, c'était la route de la traite des fourrures à l'époque. Okay. Bon, avec des équipements d'aujourd'hui, toutefois. Hein, on se souvient de Destination Nord-Ouest où ils avaient fait un trajet semblable avec des canaux d'écorce. C'est un petit peu plus difficile pour eux. Bref, donc, on commence en remontant la rivière des Outaouais jusqu'à Mattawa. Là, on remonte la rivière Mattawa jusqu'au lac Nipissing, à North Bay. OK. Ouais. Et là, on descend la rivière aux Français jusque dans la baie Georgienne, le lac Huron. On passe les écluses à Sault-Sainte-Marie, des écluses là, pour des cargos. Donc, nous, on est dans nos petits canaux. Vous êtes là, tout petit, là. Oui, il y a une foule là, qui vient nous voir un peu curieuse, en fait, là, de connaître un peu notre histoire. Et là, sur le lac supérieur, pendant une vingtaine de jours. 20 jours. 20 jours, oui. Jusqu'aux eaux frontalières. Donc, on a là, pendant à peu près 2-3 semaines navigué là, à cheval au Canada et aux États-Unis dans une zone infestée de tiques. Hein, on connaît peu ça. Au Québec, les tiques, là-bas, c'était là, infesté. Il fallait là, se regarder, en fait, là, chacun, un et l'autre, là, pour voir si on n'avait pas des tiques environ là, 2, 3, 4 fois par jour. Parce que, bon, certaines d'entre elles sont porteuses de la maladie de Lyme et on ne voulait pas ça. Donc, ça jusqu'au grand lac, le lac des Bois. Et là, on a remonté le lac Winnipeg jusqu'en Saskatchewan, le système Churchill jusqu'à Fort McMurray, les sables bitumineux, donc la rivière Athabasca, le lac Athabasca, la rivière des Esclaves, où on a commencé à voir là, un ciel plein d'aurores boréales à chaque nuit. Là, vous êtes dans le nord de l'Alberta. Dans le nord de l'Alberta, oui, voilà. Donc là, on commence vraiment là, à monter vers le nord, jusqu'au Grand Lac des Esclaves, territoire du Nord-Ouest, et là, le fleuve Mackenzie sur 1700 km jusqu'à Inuvik, dans le cercle polaire arctique. On est où, là, dans le cercle polaire arctique? C'est où, ça, le cercle polaire arctique? Le cercle polaire arctique, c'est là où il fait très froid en canot quand on dort dans une tente la nuit. Là, on est rendu à quel mois de l'année? On est rendu au mois d'octobre. Il neige à tous les jours, il fait moins 10 la nuit, on dort dans les tentes. Le seul moyen de se réchauffer, c'est alentour du feu 3 fois par jour quand on cuisine. Parce qu'on ne cuisinait pas avec un brûleur, on cuisinait sur le feu. Les derniers jours de l'expédition ont été plutôt difficiles. Là, au niveau des mains, les pieds, on avait froid. On avait perdu beaucoup de poids, en fait, à combattre le froid. Et on avait très hâte de manger du steak. Bon, la nourriture, on a eu de la bonne nourriture. On est également ambassadeur pour une compagnie qui s'appelle Happy Act, la nourriture là, lyophilisée. Mylène Paquette est également là, ambassadrice pour cette compagnie-là. Donc, on a eu des mets là, très, très savoureux, mais à la fin, on avait quand même hâte de manger là, la nourriture plus fraîche, disons.
Tu fais référence à Mylène Paquette. Évidemment, c'est difficile de faire des comparaisons parce que, bon, elle a traversé l'Atlantique en solo, à la rame, dans une embarcation qui était fabriquée pour elle. Toi, évidemment, c'était en équipe, avec canot, avec des portages. Puis ça a duré aussi 6 mois. Puis là, on s'en allait vers le Grand Nord, vers le cercle polaire. C'est un peu différent comme expédition, mais ça reste quand même, sur le plan humain, physique, psychologique... c'est assez incroyable comme... Oui, bien écoutez, c'est un grand défi. Loin de nous, l'idée de vouloir se comparer là, à Mylène Paquette, parce que pour nous, c'est autre chose, oui. Oui, bien c'est ça. Bien, Mylène Paquette a été pour nous une grande source Ah d'inspiration. Oui, on était en contact avec elle également à quelques occasions avant de partir. Mais je vous parlais de dépassement de soi. En ce qui me concerne, c'est un petit peu le message qu'on voulait envoyer aux gens à la maison. Hein. Nul besoin d'être un grand homme pour réaliser de grandes choses. Quand on a un rêve et qu'on y croit, qu'on s'y accroche, tout devient possible. Donc, effectivement, le froid, la durée, hein, en ce qui me concerne, c'était davantage un défi psychologique. Que physique? Que physique. Ah oui? On ne néglige pas le défi physique, là, bien évidemment. Mais oui, 6 mois loin des proches, loin de la maison, loin de ceux qu'on aime. Même si on réalise un rêve, il y a quand même des choses qui nous manquent, des choses qui sont plus difficiles. Transiger avec 5 autres personnes. Moi, les membres de mon équipe de canot, ce n'étaient pas des amis. Je ne les connaissais pas jusqu'à 9 mois avant de partir. Donc, c'est d'apprendre à connaître des gens, à composer avec leur personnalité, leurs valeurs, tout ça. Donc, grand travail d'adaptation. Comment tu as réussi à les convaincre, ces gens-là, de venir avec toi? Parce que c'est pas tout le monde qui a 6 mois disponible là, pour partir comme ça. Je pense que j'ai réussi à leur transmettre l'essence du rêve qui m'habitait depuis tellement longtemps. J'ai tenté de convaincre des gens de mon âge, j'ai 35 ans. La majorité ont de jeunes enfants, carrière professionnelle, hypothèque, qui ne leur permettaient pas de partir 6 mois. Donc, je suis allé plus vers des gens qui étaient en fin d'études, fin de baccalauréat, donc souvent une période de transition entre la vie professionnelle... Tu as pris des plus jeunes. Oui, bien oui. Puis je me suis dit que physiquement, ils allaient pouvoir prendre soin de moi également. Est-ce qu'il ramait plus fort? Moi, j'ai vraiment tout donné. Hein. Je tenais à ne jamais être le dernier canot à la tu voulais surtout pas avoir l'étiquette du plus vieux, c'est ça? Non, bien c'est ça. Bien, il y avait Annick aussi dans l'équipe qui avait 45 ans. C'est vraiment une force de la nature. Mais en ce qui me concerne, il y avait Julien qui, lui, était toujours là en avant, un jeune de 23 ans, un nageur semi-professionnel. Donc, tout un athlète, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou même des moments où tu t'es dit, garde, là, c'est trop, on arrête ça là, puis on vire de bord, là? Jamais. Jamais? Écoutez, c'est un rêve qui m'a habité depuis tellement d'années. J'ai tellement investi d'efforts dans la planification de cette expédition-là. Hein. Ma vie sociale, ma vie amoureuse, là, pendant 2 ans, il n'y en avait plus. C'était seulement ça qui m'habitait, la traversée du Canada en canot. Les moments de découragement, bien, Pénélope, qui était avec nous au départ, qui à peu près après 40 jours s'est fait mal, s'est blessé au dos et a dû quitter. Et là, je me souvenais comment ça avait été difficile de trouver mes 5 acolytes. Et là, je me disais, sur la fly comme ça, on ne réussira jamais à trouver quelqu'un. Et finalement, là, tout s'est arrangé pour nous. Oui. Sinon, j'ai eu des moments de découragement. Je vous dirais que l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à Inuvik avant la prise des glaces. Parce que comme je vous ai mentionné, là, tantôt, il faisait moins 10, moins 5 le jour, tout ça. J'ai été habité avec ça là, pendant toute l'expédition. Donc, ça devenait, à certains moments, plus une course contre la montre que vraiment là, une partie de plaisir là, où on pouvait prendre notre temps et apprécier autant qu'on aurait voulu. Là. Quand on arrive à destination, là, après autant de préparation, puis 7000 km plus tard, puis ainsi de suite, c'est un peu comme quelqu'un qui gravit l'Everest. Là, quand on arrive en haut, puis on plante le drapeau. C'est quoi le sentiment qui t'habite là, quand tu arrives à destination? C'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté en ce qui me concerne parce que qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en moi et en mon projet. Ah non? Ah non. Je voyais mes amis qui, quand ils m'écoutaient, là, on voyait, il y avait une certaine écoute parce que, bon, il y avait de l'amitié. Du scepticisme? Ah, beaucoup. Ouais. Et je me suis nourri de ce doute-là dans le regard des autres pour leur dire, vous allez voir, je vais être capable, je vais y arriver. Donc, quand je suis arrivé à destination, c'est ça que tu pensais?
Bien, Ouais. entre autres, une grande satisfaction et en même temps, le deuil. Le deuil De d'un l'aventure, rêve. ouais, c'est ça, ouais. De l'aventure, tout ça. Très fier d'avoir accompli ça avec ma gang. Hein? Les cinq personnes là, qui étaient là avec moi à la toute fin. Il s'est créé, il s'est bâti là, une belle amitié dans l'équipe. C'est de la satisfaction. De la satisfaction parce que quand on est arrivé dans la ville de Siketchik, qui est une communauté autochtone, et soit dit en passant, on a été bien reçus dans toutes les communautés autochtones là, dans lesquelles on est passé. Et on avait du réseau Internet. Et là, on était en mesure de publier là, une petite vidéo là, qui annonçait qu'on était arrivé, tout ça. On remerciait les gens qui nous ont suivis en même temps et on a vu les messages d'amour commencer à rentrer, les messages de félicitations. Et là, bien, c'est toute la sphère narcissique hein, qui se gonflait. On était un peu là, confronté, peut-être pas le bon mot, là, mais on était à même de percevoir là, tout l'impact qu'on avait eu là, chez nos amis, nos collègues et plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas. Hein, là. On était un petit peu victimes là, de notre succès, c'est-à-dire que les gens qui nous suivaient là, sur Facebook ou à travers les médias, la Presse Plus, là, sous la plume de Jean-Philippe Arcan, écrivait des articles hebdomadaires. On avait sous-estimé l'intérêt des gens, je pense, beaucoup. Et au final, je pense qu'ils se sont attachés à nous parce qu'on représentait un peu monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas des experts, on n'est pas des sommités, on est du bon monde, des bons vivants. Et c'est, je pense, ce qui a touché les gens à la maison. Est-ce qu'une aventure semblable a déjà été tentée dans le passé au Canada? Parce que tu disais tantôt qu'il y avait des gens qui avaient fait une traversée en canot d'écorce et tout ça, mais quelque chose de semblable à ce que vous avez fait, est-ce que ça a déjà été fait au Canada? Bien, je vous dirais, la grande partie des expéditions là, de traversée du Canada, c'est d'ouest en est. Oui, et non pas comme vous l'avez fait vers le nord. Là. Pourquoi? Parce que les vents dominants sont d'ouest et le courant arrive de l'ouest. Donc, nous, on s'est dit, on va se donner de la misère. Donc, l'expédition que nous, on a réalisée avait été tentée là, à une reprise, l'équipe de TransCanada, on n'a pas mélangé avec TransCanada, mais eux avaient, là, pour différentes raisons, n'étaient pas partis de Montréal, étaient partis d'Ottawa, et une grande section qui avait là, évité en train. Mais le trajet, on le connaissait bien. Il y a d'autres expéditions semblables qui ont été réalisées. Notre trajet à nous, on sait qu'il a déjà été aussi réalisé dans le passé, mais en plusieurs années, donc en 3 sections. Ouais, mais tantôt, tu disais justement que vous avez fait 117 portages, dont un de 27 km. On les fait comment, les portages? La façon dont nous, on fonctionnait, c'est qu'il y a une personne qui prenait le canot seul, avec un baril là, de 60 litres sur le dos attaché à un harnais. Baril qui pouvait peser là, entre 50 et 75 livres. Et l'autre personne qui suivait avait un baril à l'avant et un baril à l'arrière, donc pour un total d'à peu près là, 120, 130 livres, souvent avec des pagaies dans les mains. Et là, on partait faire un premier voyage comme ça. On allait là, à la fin du portage, on laissait nos équipements, on revenait en faisant du bruit, évidemment, là, pour éviter qu'il y ait des ours qui soient surpris par notre passage. On allait chercher le deuxième voyage et on repartait. Oh là 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 là! Souvent dans des sentiers qui étaient peu ou pas aménagés, donc avec des roches un petit peu partout glissantes, des racines qui sortaient, terrain très accidenté. On a eu à composer avec ça. On était chanceux, il n'y a pas eu de blessure. Notre corps a souffert souvent, mais de blessures majeures, là, à part Pénélope qui a quitté là, assez tôt dans l'expédition, on n'a pas été confronté à cet enjeu-là. Êtes-vous revenu en avion? Oui. Oui. En fait, on était super chanceux. La compagnie de transport Manitoulin a accepté là, de nous faire un super bon prix pour qu'on puisse ramener tous nos équipements au Québec. Vrai, en plus, c'est vrai. Parce qu'on était loin, là. On était dans le Grand Nord. Et on avait là, adopté une stratégie là, aéroplan. Donc, nos billets d'avion ne nous ont rien coûté. Non! Et ce sont des billets d'avion qui sont très coûteux. Là, quand on part là. dans le Grand Nord, là, c'est environ 1 200 $, aller seulement. Et écoutez, c'est une histoire. Là. Il y avait une promotion de carte de crédit. Si on la prenait, OK, c'est bon, ça nous donnait là, la quantité de points nécessaires pour avoir notre vol gratuit. Donc, on n'est pas fou. Hein? On a sauté sur l'occasion. C'est une promotion qui durait 1 an. Et à la fin de l'année, en fait, on a juste coupé la carte, annulé le tout. Billet d'avion gratuit. Très bon. Oui. Il a fallu qu'on use d'imagination pour aller chercher là, les sous nécessaires. Là. C'est une expédition qui, pour les 6 personnes au total, est d'environ 60 000 70 000 $.
Quand même, là. environ 10 000 par personne. C'est pour 6 mois. En ce qui me concerne, c'est le rêve le plus fou que j'ai eu dans ma vie. Hein. Donc, peu importe combien ça aurait coûté. Là, Et c'est encore aussi assez récent, parce que dans le fond, là, vous êtes revenu l'automne dernier. Oui, notre expédition s'est terminée le 16 octobre dernier et on débarquait à Montréal, là, à l'aéroport Montréal-Trudeau, le 26 octobre dernier. 26 octobre, Ouais. ça fait pas très longtemps, ça fait Non. 3 mois. à peine, J'étais de 3 retour mois. au boulot là, fin novembre. Donc là, on vient de passer les fêtes, c'est l'hiver. C'est comment le retour à la vie normale? Parce que là, tu es sur un high, vraiment, parce que avant, puis pendant, je comprends que là, peut-être qu'on est content de retrouver notre confort, mais en même temps, c'est un gros clash, là. Bien, étrangement, les premières semaines ont été particulièrement plaisantes parce que, bon, on revoit les amis, Oui, c'est ça. la famille, les soupers. Là, tu racontes ton histoire, Toutes mais les occasions là, d'aller célébrer sont là. Les médias s'intéressent à nous, donc on est bon, dans les entrevues, tout ça. On aime ça. On parle de notre expédition, de ce qui nous a habités, de ce qui nous a passionnés. Vous avez parlé de confort. La majorité des gens ont ce réflexe-là de nous dire « Vous deviez être content de retrouver vos lits. » Ouais. Étrangement, non. Le camping était devenu pour nous un mode de le vie. mode de vie, hein. La forêt était devenue notre maison. Donc, de dormir sur notre matelas de sol dans notre tente, c'était devenu ça, notre vie. Donc là, il fallait se réadapter à nos lits. Bon, c'est pas la plus grosse adaptation à faire, mais à certains moments, j'ai même pensé là, aller planter ma tente dans le cours là, derrière, mais je me suis dit, bon, on fera pas exprès là, pour avoir de l'air si marginal, là, mais le sommeil n'était pas si bien au retour, donc j'y ai pensé, je ne l'ai pas fait. Tu as failli aller planter ta tente dans le cours chez vous, c'est ça? Ouais. Ouais. Quand même. Mais le métro boulot-dodo, lui, tu sais, retourner au travail, puis l'horaire, puis bon... Ouais. J'étais content de retourner travailler, qu'il y ait quand même une certaine routine là, qui vienne encadrer ma vie. Moi, je travaille au CLSC avec les personnes âgées, donc je m'assure qu'ils puissent rester à la maison là, le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Et sont de plus en plus intéressés, hein, nos personnes âgées, par les technologies. Une grande partie d'entre elles, à travers leurs tablettes, tout ça, ont suivi mon expédition, donc ils avaient très hâte de me revoir. Mes collègues également. Donc, ça m'a fait du bien de retrouver mes collègues, de retrouver les gens avec lesquels je travaillais auparavant et de parler, évidemment, là, de mon histoire. J'ai souvent posé cette question-là à des gens qui ont fait des expéditions, entre autres l'Everest puis des trucs comme ça. Puis je lui dis, bon, une fois qu'on a accompli ce rêve-là, mais après ça, il arrive quoi? Est-ce qu'il y a d'autres rêves? Est-ce que là, est-ce qu'on s'ambitionne à se dire, là, la prochaine fois, ça va être encore quelque chose de plus gros? Puis de... Je sais pas, toi c'est quoi? C'est comme on dit, c'est un one-shot deal ou c'est juste, bon, tu sais, j'avais ce rêve-là, je l'ai fait, c'est terminé maintenant, retour à la vie normale, j'en retiens ce que j'ai à en retenir, puis ou est-ce que tu veux faire autre chose plus tard? Bien, il y a un danger hein, qui nous guette quand on revient d'une expédition là, aussi grande. Il y a de l'euphorie. C'est le vide. Ouais. C'est le vide dont on a peur. On s'est senti si vivant. Moi, dans mon cas, là, si vivant pendant 6 mois, c'est énorme. Ça me fait peur là, de retourner quand même à une certaine routine. Je m'étais dit pendant l'expédition, je serai rassasié de cette aventure-là parce que elle viendra me nourrir, me remplir et je serai bon là, jusqu'à la fin de mes jours. J'aurai accompli ça. Et là, je suis de retour et ça ne se passe pas comme ça. Là. Non? Non, l'appel de l'aventure est là. Et là, ça bouillonne. Ça bouillonne. J'en suis à me questionner justement quelle sera la prochaine expédition, dans combien de temps, avec qui. Mon choix n'est pas encore arrêté. Plusieurs idées de projets en tête. Le canot demeure toujours une passion. J'ai été impressionné par la beauté des territoires là, dans le nord canadien. Donc, ça sera peut-être ça à suivre. Parle-nous de toi, parce que avant cette expédition-là, tu dis, bon, oui, intervenant en CLSC, tout ça, mais tu es natif de... Je suis originaire de Saint-Athanas-d'Iberville, donc de Saint-Jean. Mon cœur est joannais. Et bon, j'ai quitté, là, participer à Katimavik à l'âge de 19 ans, parcourir le Canada, puis Jeunesse Canada-Monde, où là, je suis allé là, faire de l'aide humanitaire dans un autre pays. Donc, le voyage m'a toujours passionné. Les défis aussi grands, c'était une première.
Peut-être que j'avais besoin de me prouver, que j'avais besoin de prouver aux autres ce que je valais, ce dont j'étais capable. Et comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, quand j'ai vu le doute dans le regard des autres, je me suis dit, ne voilà pas là une belle occasion de leur démontrer ce dont je suis capable. Alors, on peut dire maintenant que les sceptiques sont confondus. Voilà, tout à fait. Entièrement d'accord. Martin Trahan, bravo, félicitations. Merci. Puis bonne chance pour les prochaines aventures. À suivre. Salut. Un plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Coulisses Bêta, jeudi 19h. Salon du collectionneur, on vous rappelle, c'est les 14 et 15 mai. Il y a encore la moitié des kiosques de disponibles, 10 à 17 heures au Colisée Isabelle Brasseur. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Vous avez la grille horaire de l'émission. Et ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Pour avoir la liste des détaillants, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.